Bienvenue à cette seconde partie de votre émission Avis de la diaspora sur FM Liberté, première radio de la diaspora africaine, et sur Afro TV, la chaîne YouTube sur laquelle vous nous suivez en direct des États-Unis. Nous sommes très honorés, vous qui êtes en ligne en ce moment, et bienvenue si c'est maintenant vous rejoignez la grande famille des téléspectateurs et des amis internautes sur nos antennes. Ça fait plaisir. Vous pouvez aller tout simplement sur le www.afrowebtv.com/live pour être en direct avec nous. Si vous manquez l'émission, nos émissions sont en replay sur notre chaîne YouTube. Veuillez vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, puisque c'est le bon moment de nous accompagner, surtout en tant que voix de la diaspora. Je reçois pour vous Monsieur Yemi de Souza, économiste et géostratégiste. Nous avons aussi par Duplessis depuis d'ici, disons Washington DC, mon aîné Monsieur Takpa Michel, journaliste et économiste. Chers amis, nous allons aborder donc la seconde thématique qui concerne la Côte d'Ivoire. Et à 7 mois donc des présidentielles du 25 octobre, le casting du scrutin se précise avec la publication donc du 17 mars par la commission électorale indépendante sur la liste électorale. On note donc 3 exclus, en l'occurrence l'ancien président Laurent Gbagbo et son ex-bras droit Charles Blé Goudé, le président du COGEP, et l'ancien premier ministre Guillaume Soro. Première analyse très rapidement, monsieur Takpa Michel. Je pense que ce n'est pas une surprise en tant que telle, même si c'est une situation aujourd'hui bouillonnante en Côte d'Ivoire. C'est un pays qui a une politique particulière, surtout à l'approche de chaque fois des élections, avec les 3 dinosaures de la politique de ce pays. Il y a le défunt Henri Konan Bédié, qui n'est plus dans la course et donc n'est plus dans la communication politique en tant que telle en Côte d'Ivoire. Son parti a un leader également aujourd'hui, Tidjantia, même si à ce niveau également, avec Jean-Louis Billon, il y a des rufifis. Il reste 2 cadres de cette politique qui sont le président actuel, Alassane Dramane Ouattara, et l'ancien président Laurent Gbagbo. Maintenant, il y a également 2 figures emblématiques de la politique de ce pays, notamment l'ancien leader des jeunes patriotes, qui est le président de COGEC, son parti politique, Charles Blé Goudé, et celui qui est aujourd'hui le désormais ex-premier ministre Guillaume Soro, réfugié à Ouagadougou en Côte d'Ivoire. Et donc, ces 3 noms, je vais parler de Gbagbo, de Blé Goudé et de Soro, ne sont pas sur la liste électorale. Oui, sur le plan juridique, je pense que tout le monde sait que c'est peut-être normal, parce que Guillaume Soro est condamné à plusieurs reprises, notamment à perpétuité, pour avoir essayé de renverser les institutions de la République, et surtout pour avoir, selon la justice bien sûr ivoirienne, pour avoir fait circuler de faux bruits. Il y a également le cas de Charles Blé Goudé, l'ancien aide de camp du président Gbagbo et son bras droit, qui est également condamné à 20 ans de prison, sans oublier le leader Gbagbo, qui est condamné également à 20 ans de prison pour la tasse du siège de la BCAO. Et donc, je pense que sur le plan juridique, et quand on voit ce qui se fait au niveau de la justice ivoirienne, ce n'est pas une surprise. Et maintenant, on peut, à partir de la politique et des analyses, dire que qu'est-ce qui peut empêcher le pouvoir en place, la commission électorale nationale, et le président Alassane Dramane Ouattara, à pouvoir autoriser que ces cadres puissent être sur la liste électorale. Et je pense que c'est ce que nous allons essayer d'analyser avec minutie et surtout justesse pour la jeunesse de la Côte d'Ivoire et surtout pour la jeunesse africaine, parce que je pense qu'il y a un mélange total. Maintenant, si vous le permettez, pour le cas du président Laurent Gbagbo, moi j'ai surtout un problème avec l'incohérence. Parce que diriger un pays, c'est quand même une certaine continuité. Je me souviens dans les années 2000, quand il y avait cette histoire de l'ivoirité où certains leaders sont exclus sur la liste électorale, même si après, il y a eu d'autres accords qui ont permis finalement les élections de 2010, où les 3 cadres ont eu à participer à cela.
On a également vu des déclarations du président Gbagbo qui était ferme et qui disait que lui ne va pas intervenir sur les décisions de la justice ivoirienne. Oui, les temps ont changé aujourd'hui où on doit avoir un autre discours, vu ce que ce pays a eu à vivre, et surtout la crise sanglante de 2010. Oui, on pouvait faire mieux. Mais je pense que la politique, c'est également cela, où il y a des règlements de compte. D'ailleurs, en conférence de presse, c'était le 18 mars dernier, il y a un représentant du PPACI, le président, le parti, j'allais dire, du président Gbagbo, qui a dénoncé la décision de la commission électorale indépendante. Il juge que cette décision est prise par orgueil, par mépris et surtout par vengeance. Et quand il parle de vengeance, je sais ce qu'il veut dire parce que le leader de son parti également, notamment l'ancien président Gbagbo aussi, avait tenu des discours de cet acabit. Maintenant, je pense que à partir du moment où cette décision a été rendue publique, les partis ont 15 jours pour pouvoir justement attaquer la justice par rapport à cette décision, au lieu peut-être de réveiller les vieux démons, parce que la politique ivoirienne aujourd'hui, pendant, il faut le préciser, pendant ces années, 15 ans, le président Ouattara aussi, quand on voit, n'est pas arrivé à réconcilier les Ivoiriens, alors que cela devait être la priorité du président Ouattara, compte tenu de ce qu'on avait vu en 2010. Et à 7 mois justement des élections, si les comptes sont bons, je crains fort pour la Côte d'Ivoire. Et quand j'ai des contacts dans ce pays et quand je les appelle, je pense que ça craint fort. Et maintenant, pour chuter, je pense que pour éviter encore ces crises répétées, pour éviter toute chose, au niveau de l'opposition ivoirienne et au niveau du parti au pouvoir, il y a mieux à faire. Au niveau de l'opposition, je pense qu'il y a un mouvement qui est créé aujourd'hui, la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire. Cette coalition qui regroupe par exemple le mouvement Génération capable de l'ancienne première dame Simone et Yves Gbagbo, le PDCI dirigé aujourd'hui en grande partie par Tidiane Thiam, il y a projet de Charles Blé, le FPI, l'enveloppe donnée à Fingessa dirigée par ce dernier, et une vingtaine de micro-partis qui ont fait coalition avec le PDCI. Je pense que si on arrive à faire bloc avec cela et à discuter avec le PPACI, s'il n'est pas intransigeant sur la candidature peut-être du président, de l'ancien président Gbagbo pour faire encore des histoires, le PDCI, pour assurer l'alternance, comme le dit le nom de la coalition, peut aller à cela pour apaiser l'opposition et pour être en bloc. Également, le RHDP, le parti au pouvoir, tout ce qu'on reproche aujourd'hui à ce parti, c'est la candidature peut-être de plus du président actuel, Alassane Dramane Ouattara. Il ne s'est pas encore prononcé. On ne sait pas s'il va désigner un dauphin. Je pense que tous les acteurs politiques peuvent éviter encore une nouvelle crise pour la Côte d'Ivoire. N'espérons pas une nouvelle crise pour la Côte d'Ivoire quand même. Alors, le décor est planté. Est-ce que vous avez, vous aussi, les mêmes craintes, M. Yemi de Souza, et que répondez-vous à ceux qui disent, par exemple, ou qui analysent en disant que le RHDP choisit ses propres adversaires? Réaction. Vous savez, je n'ai pas vraiment appris à commenter les faits seulement. mais allez pas fort au-delà de ça. Parce que quand vous m'invitez et vous me proposez de commenter des faits, parfois c'est un peu compliqué pour moi. Parce qu'on dit les faits sont chargés de théorie. C'est-à-dire que tu vois un fait et ce que tu avances, peut-être c'est pas ça quoi. Okay. Peut-être qu'ils ne sont pas en train de choisir leurs adversaires. Mais il me semble aussi que, au fond, la question des élections en Afrique, si ça cause problème, c'est parce qu'elles ne sont pas véritablement bien organisées ou bien elles ne sont pas transparentes. C'est toujours tout autour de ça. J'entends dire, tel ne doit plus être candidat. Au nom de quoi? Au nom de quoi Ouattara ne doit pas être candidat? Je ne sais pas.
Parce que je ne vois pas au nom de quoi il ne doit pas être candidat à candidature de plus. Ok? Pourquoi pas? N'importe qui peut être candidat, il faut organiser proprement les élections. C'est parce que les élections ne sont pas proprement organisées, bien organisées, qu'on dit tel ne peut pas être candidat. Ou bien si tel est candidat, ça va être problème. On l'élimine. On essaie de l'écarter. Et c'est au Togo que j'ai vu même que nous, on est arrivé à tout faire. Au Togo, non seulement, on sait très bien que quand on va organiser là, on ne va pas perdre. Mais on peut éliminer des gens. Mais on n'élimine plus. On crée les conditions pour que les gens ne participent pas. Ça, c'est au Togo. Donc, les Ivoiriens, ils n'ont pas encore appris ce que nous, on a appris au Togo. Nous, on a appris à créer les conditions pour que les gens ne participent pas. Donc, bientôt, les Ivoiriens, ils vont prendre ça. Mais en attendant, ils créent les conditions pour éliminer. C'est comme au Togo, avant, quand on faisait, les Ivoiriens sont en train de faire comme les Togolais. Avant, là, on éliminait les Inkis Olympios, parce que quand ils participent, ça va créer problème. Donc, on crée les conditions. Ils sont en train d'apprendre. Le vrai sujet, c'est les élections sont mal organisées. Les élections ne sont pas transparentes. C'est ça la vérité. Si on veut faire organiser les élections. Moi, je suis pour les élections, certes, mais pas des élections pour choisir un président. Je suis contre le présidentialisme. En revanche, je suis pour un exécutif collégial. Les exécutifs collégiaux règlent les problèmes. Un exécutif collégial de 7 personnes, c'est pas de la mer à boire. Il y a un pays dans le monde, en Europe, là-bas, qu'on appelle la Suisse. C'est un pays enclavé. Un pays pauvre, très pauvre même. Avant, les Suisses, ils étaient des mercenaires. Et c'est comme ça qu'ils gagnent un peu d'argent. Mais ils ont organisé la vie politique sur la base de ce qu'ils étaient venus voir à Tombouctou. Quand eux tous ils venaient étudier à Tombouctou. Au 11e, 12e siècle comme ça, là, ils ont vu que chez nous, en Afrique, on fait la vie politique organisée autour de la communauté des communautés. Les Suisses rentrent chez eux, ils mettent ça en place. En Suisse, c'est une démocratie pure et dure, vraie, parfaite. Peut-être pas trop parfaite, mais quand même, elle est parfaite. En ce sens que c'est le peuple qui décide. Et il n'y a pas un président tout puissant. Il y a 7 personnes qui sont présidentes à la fois. Et il y a une qui assume le rôle du sort de porte-parole du super président, en quelque sorte, seulement pour une année. Et après, on va choisir quelqu'un d'autre. Ce pays n'a jamais été en crise politique. Et les Suisses, ils écrivent, ils disent, mais eux, ils s'étonnent qu'en Afrique, il y a des crises de démocratie, quoi. Ils ne comprennent pas. Parce que ce qu'eux, ils font chez eux, qui leur crée la prospérité, mais c'est en Afrique qu'ils ont trouvé ça. Comment se fait-il qu'en Afrique, les Africains sont en crise politique? Ils ne comprennent pas. Donc bref, affaire de Côte d'Ivoire, je risque de commenter des faits alors que les faits sont chargés de théories. Vraiment, je ne sais pas pourquoi Gbagbo veut être candidat ou bien pourquoi Gbagbo ne doit pas être candidat. Pourquoi Ouattara, il veut être candidat et pourquoi il ne veut pas être candidat. Mais ce que je constate, c'est que c'est le peuple qui va payer le prix fort dans tout ça. Le peuple va payer le prix fort. C'est ça la vérité. Et malheureusement, tous ces acteurs dont on parle, ils étaient là 10 ans plus tôt, 15 ans plus tôt, et il y a eu des morts. Mais voilà, le peuple va encore, d'une manière ou d'une autre, les suivre. Pas bêtement, hein, pas du tout. C'est tout ce qu'on veut éviter quand même. Alors, où pouvons-nous en venir lorsque, par exemple, on ne retrouve pas Laurent Gbagbo, puisqu'il y a des voies de recours? Est-ce qu'ils vont estimer que... est-ce qu'ils vont réussir avec ces voies de recours? L'une de nos interrogations. Et l'autre interrogation, est-ce qu'il y aura encore une fois la surprise avec, par exemple, le fait de se retrouver derrière Cap, comme vous l'avez dit, M. Michel Takba? Se retrouver derrière quoi? Derrière CAP, le rassemblement de Tidjane Thiam. Okay. Vous savez, oui, là, moi je pense déjà pour répondre directement à votre question, oui, il y aura voie de recours, elle est déjà déposée, mais je pense que honnêtement que le président Gbagbo ne sera pas sur la liste électorale. Maintenant, à un moment donné, je pense qu'il faut sortir de l'aspect égoïste. Du moment où l'ancienne première dame, même si aujourd'hui au niveau intime les deux personnalités ne sont plus ensemble, mais au niveau politique,
on peut faire des pas. Si l'objectif principal est de renverser le RHDP au pouvoir depuis 15 ans. Bon, disons le RDR et puis après le RHDP. Alors, quand je vois les démarches du PDC et du PPACI aujourd'hui, on a l'impression, et là, le pouvoir d'Abidjan comprend, on a l'impression que c'est une revanche en l'air. Vous voyez, faire tout pour que le président Gbagbo puisse être inscrit sur la liste électorale et éventuellement être candidat. Alors qu'il y a des cadres au niveau du PPACI. Awa Domelo, par exemple, est une personnalité que moi j'admire beaucoup. Il y a d'autres personnalités également, Kone Katinan et encore d'autres qui sont là et qui peuvent remplacer un président Laurent Gbagbo qui pendant 10 ans et plus a apporté à son pays et qui peut être toujours derrière et justement indiquer la voie royale à ses poulains. Et moi, je l'ai dit sans détour que je pensais que le retour du président Laurent Gbagbo devait être plutôt un retour comme guide de la politique ivoirienne. Et moi, je suis surpris, même s'il dit que dans son son, il n'a que la politique à faire. On peut faire la politique autrement, sans forcément vouloir être président de la République. Aujourd'hui, il n'est pas sur la liste électorale. Ce n'est pas son parti qui est exclu. Donc, Awa Domelo, Kone Katina et d'autres personnalités politiques au sein de son parti peuvent justement être candidats pour porter les couleurs du PPACI. Au-delà de cela, je pense que la coalition est là. Et si on a comme objectif principal de pouvoir renverser le président Ouattara et son parti, on peut quand même adhérer à cette coalition, la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, qui est portée peut-être, qui est portée, j'allais dire, par Tidiane Tian. Peut-être qu'on n'est pas, on n'a pas la même ligne politique avec Tidiane Tian. Mais on a déjà vu, cher Moïse, les coalitions qui ont été faites en Côte d'Ivoire. D'abord, le président Gbagbo et le président Ouattara contre le président Bédié. Le président Ouattara et le président Bédié en temps contre le président Gbagbo, c'était en 2010. Et après, on a vu également le rapprochement entre le président Gbagbo et puis le feu président Bédié pour essayer de renverser le président Ouattara, ce qui n'a pas été fait. Donc, il y a toutes les possibilités pour aller chercher le parti au pouvoir. Mais je remarque, en tant qu'observateur de la vie politique de la Côte d'Ivoire, qu'il y a aussi des relents égoïstes au sein de l'opposition. Et c'est ce qui les fragilise chaque fois. Et donc, on a Tidiane Tiam, on a Madame Simone Gbagbo, on a Charles Blegoudé, avec qui on a eu à collaborer pendant au moins une décennie au pouvoir. Et puis, on a des micro-partis. Avec cette coalition, je pense que le parti du président Gbagbo peut travailler avec. Et il y a également la possibilité de pouvoir désigner un candidat pour porter les couleurs du parti. Mais déjà, ça s'annonce très difficile parce que déjà, le 18 mars dernier, au sein de l'hémicycle, les députés du PPACI ont quitté les débats en protestant contre l'exclusion du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Mais Moïse, il faut dire aujourd'hui qu'on remarque qu'il y a tellement d'Ivoiriens qui sont sur la liste électorale, au moins 8 millions et 700 qui sont sur la liste électorale, et selon les chiffres, il y a 969 000 inscrits, de nouveaux inscrits sur la liste électorale. Et donc, je pense que au-delà des déclarations d'un certain Sébastien Dano Djedje du PPACI et des 14 de ce parti politique, sans oublier les militants, si on veut éviter des morts de plus, si on veut éviter une crise de plus pour la Côte d'Ivoire, l'opposition a intérêt, sans oublier également Soro Guillaume qui est à Ouagadougou, qui alimente avec certains amis du Sahel le spectre de coup d'État, parce qu'il faut juste suivre les informations pour voir
qu'au même moment, certains optent, notamment Didier Abdiam et les autres, Madame Yves Gbagbo, pour l'alternance pacifique. Certains également sont en train d'opter pour la déstabilisation du pays. Je ne sais pas si cela peut amener la Côte d'Ivoire loin, parce que si ce pays aussi est déstabilisé, vu ce qui se passe au Mali, au Niger et également au Burkina Faso, ça va être une crise de plus pour la sous-région ouest-africaine. Donc, comme je le dis, on peut encore éviter une crise pour la Côte d'Ivoire. Tout sauf la déstabilisation, vous l'avez dit donc dans votre dernier mot. Alors, Monsieur Yemi de Souza, il y a Alassane Dramane Ouattara qui veut toujours essayer, quand on voit un peu la sphère politique que donne l'actualité ivoirienne, dites-nous, si vous étiez à la place donc de l'opposition, est-ce que l'opposition a tellement une chance pour remporter les élections présidentielles en Côte d'Ivoire? Seconde question. Que faire dans ce cas d'espèce, par exemple? Est-ce qu'il y aura une surprise de la part donc de Soro? Guillaume, répondez à ma question, s'il vous plaît. Il dit ceci, le feu Kofi Annan. Il dit, si un leader ne veut pas quitter, si un dirigeant reste trop longtemps au pouvoir, il considère les élections comme un jeu. Il reste en place. En termes de son mandat, au terme de son mandat, peut-être l'alternative pour le faire partir, c'est un coup d'État où les populations prennent les rues. La raison pour laquelle j'ai cité ça, il me semble que M. Takpa, quand j'entends M. Takpa, j'ai l'impression que pour M. Takpa, si demain ça bascule en Côte d'Ivoire, ce serait la faute, par exemple, à Gbagbo, qui aurait dû, par exemple, se faire remplacer par quelqu'un d'autre, ou bien qui refuse de faire l'alliance avec les autres pour essayer de voir dans quelle mesure on peut obtenir effectivement une alternance. Je ne pense pas. Si ça marche, si demain ça bascule en Côte d'Ivoire, c'est la faute à ceux qui sont aux affaires. Pour preuve, moi j'ai vu Gbagbo quand il était aux affaires, comme l'affaire de Ouattara posait problème, il a signé un décret permettant à Ouattara de venir aux élections. Et ce n'est qu'après ça que les impérialistes portés par la France, ils ont tout fait pour imposer la guerre aux Ivoiriens afin d'imposer leur candidat, leur candidat, leur sous-préfet Ouattara. Donc, un coup d'État en Côte d'Ivoire, je ne vais pas cracher là-dessus. Le coup d'État, c'est comme on dit que la guerre, c'est la prolongation, c'est le prolongement de la politique. Un coup d'État serait logiquement un prolongement de la politique. Puisque celui qui parle ici, c'est Kofi Annan. On ne va quand même pas dire que Kofi Annan, il fait du Yémi. Kofi Annan ne fait pas du Yémi, c'est plutôt Yémi qui fait du Kofi Annan. Kofi Annan qui observe des choses, dit, mais si les gens pensent qu'ils peuvent conserver le pouvoir de cette manière-là, une des solutions, c'est le coup d'État où les populations prennent les rues. Maintenant, les populations prennent les rues, je ne suis pas favorable parce que je ne veux pas qu'on jette le peuple dans la rue et puis il va y avoir des massacres. Ceux qui vont les tuer, ce sont leurs propres frères. Et ça, ce sont des malédictions, le sang qui coule. C'est pas bien pour la communauté nationale. Donc, je ne suis pas favorable aux populations qui prennent les rues. En revanche, je suis favorable à ce que les populations demandent l'intervention de l'armée. Là, on ne parlera même plus de coup d'État, mais on va parler d'une révolution armée. Et ça aussi, ça existe ailleurs, en Amérique latine, on en avait vu avant. Donc, bref, votre question, je ne saurais vraiment répondre à votre question que par ce que je viens d'évoquer là pour vous faire comprendre qu'au fond, la situation en Côte d'Ivoire, elle est ce qu'elle est par le fait de Ouattara qui veut se maintenir pour servir l'intérêt de ses maîtres. Et tout ce qui adviendra, il sera seul responsable. Mais je veux et je souhaite pour la Côte d'Ivoire que si des gens doivent mourir, si le sang doit couler, que ce soit seulement le sang de ceux-là, de quelques individus, ils ne sont pas toujours nombreux, une dizaine, qui veulent s'accrocher au pouvoir pour l'intérêt, même pas pour leurs propres intérêts, mais pour l'intérêt de leur maître, au détriment de l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Il est temps que Ouattara puisse organiser des élections propres. Je ne dis pas qu'il ne doit pas être candidat, je ne dis pas ça. Il doit organiser des élections propres. Si ce n'est pas les élections, on doit trancher les conflits, les désaccords politiques. Il faut que les élections soient proprement organisées et qu'on laisse aux uns aux autres la possibilité de participer librement aux élections-là. Et puis, je tiens aussi à rappeler qu'en matière de stratégie, si Ouattara, effectivement,
il ne veut pas créer des conditions de conflit. En principe, il devait laisser Gbagbo être candidat et puis cette coalition qui est là. Il y aura encore trois positions, c'est-à-dire trois groupes, je vais dire, trois, je vais dire, pôles politiques en Côte d'Ivoire, comme on en a vu au temps de lui-même, Ouattara, Gbagbo et puis Didier. Hein, le jeu serait assez ouvert. Mais il a choisi d'éliminer Gbagbo de cette manière, sachant très bien que ça va créer des frustrations et que d'autres personnes vont s'appuyer sur ça pour agir et que ça va créer une crise je ne vais pas dire de violence, mais une crise d'instabilité en quelque sorte. C'est Ouattara qui est à l'origine de ça. Et surtout que ceux qui sont les premiers responsables, ce sont les juges. Ce sont les juges. Et c'est en ce sens que j'en veux aux juges. J'en veux tellement aux juges qui, en principe, je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Toujours pas. Je ne sais pas si M. Takpa, lui, vous entend. Moi, je ne vous entends pas. Moi non plus. Donc, M. Moïse, on ne vous entend pas du tout. Ah, ok, j'avais muté mon micro, Ok. merci beaucoup. Alors, C'est bon, que oui. conseillez-vous, puisque nous sommes à la dernière minute donc, de notre émission d'aujourd'hui, que conseillez-vous aux trois exclus de la liste, les trois, à savoir donc Charles Blé Goudé, quel sort lui est réservé, et Monsieur Soro, Guillaume, l'ancien président donc, de la République ivoirienne, lui aussi, l'ancien président Gbagbo, et qu'est-ce que vous leur conseillez véritablement pour éviter donc cette crise qui prévaut à l'horizon, ou carrément, quelle est votre conclusion? On va aller très rapidement avec Monsieur Takpa Michel. Je pense que je vais aller rapidement. Je pense que ce qui est essentiel à souligner, c'est qu'on doit restituer la vraie histoire d'abord aux Africains. En quelques secondes, il faut dire à M. Yemi et à tout le monde qu'en 2010, ou avant les élections de 2010, le président Gbagbo a, a accepté signer pour que tous les candidats participent à cette élection parce qu'il était contraint. Il était contraint et par les armes. Et je ne sais pas, je ne le souhaite pas que ces armes puissent contraindre le président Ouattara à pouvoir accepter également que les autres participent. Ensuite, quand il dit que les forces impérialistes ont poussé notre cher pays à aller à la guerre et à imposer leurs candidats, moi je ne vois pas les choses de cet acabit. Parce que nous, Africains, normalement, on doit être mieux dans la tête parce que ceux qui ont perdu leur vie, ce sont des Ivoiriens. Et moi, je le dis toujours quand je vois si je vois l'aspect politique et l'analyse politique de la Côte d'Ivoire, je pense que véritablement, on ne peut pas dire que le président Gbagbo a gagné les élections au deuxième tour de 2010. On peut remarquer peut-être des insuffisances parce que quand on prend l'appel de Dagouro en 2010, où le PDCI RDA arrivait en troisième position et le RDR du président Alassane Dramane Ouattara, plus l'UDPCI de l'ancien militaire assassiné, son nom échappe, représenté par un autre leader et d'autres micro-partis ont supporté au deuxième tour le président Ouattara. Franchement, même s'il n'y a pas de report automatique des voix, cet appel de Daoukro a changé tout. On ne va pas revenir sur l'histoire. Maintenant, pour répondre à votre question, je l'ai déjà dit, il y a des calculs égoïstes dans l'univers politique de la Côte d'Ivoire. Tout le monde veut être roi. Sinon, un Soro Guillaume, qui est aujourd'hui au Burkina Faso, malheureusement, il ne fait pas partie de la coalition pour l'alternance politique. On voit Soro Guillaume qui ne veut pas forcément du régime en place. Alors, si tu ne veux pas du régime en place, discute avec Tidiamtia, avec les autres leaders de l'opposition pour pouvoir dégager le président Ouattara du pouvoir. Il n'est pas dedans, donc lui aussi veut devenir président. Il n'est pas exclu. Ça veut dire qu'il n'est pas exclu, de rêver être président d'un pays. Mais quand les situations ne s'y prêtent pas, ne forçons pas les choses. C'est ce qui conduit également au recul de la démocratie dans des pays, même si certains apprécient les coups d'État. Maintenant, pour le RHDP, je pense que le problème fondamental de ce grand parti également, on l'a vu après la mort de l'ancien Premier ministre Gon Coulibaly, où le président Alassane Dramane Ouattara, à 2 mois, je pense, des élections, n'est pas arrivé
à choisir un leader dans son camp, alors qu'il a passé tout le temps à dire, je me souviens de ce congrès de son parti où il dit, devant moi aujourd'hui, il y a 6 personnalités qui peuvent valablement et véritablement me remplacer. Il y avait le défunt Ahmed Bakayoko, il y avait Sorubio, il y a Gon Koulibaly et d'autres leaders également. Il y a Dama Bitoko et d'autres cadors qui sont autour de lui, sans oublier l'actuel vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Et donc, je pense qu'il est temps, même si M. Yemi dit que ce n'est pas obligatoire qu'il ne soit pas candidat, je le comprends également, mais quand on voit tout ce qu'il a apporté à ce pays, quand on voit le poids de l'âge également, et on voit la concurrence, si on peut le dire, entre lui et le président Gbagbo, un président Gbagbo qui est exclu, et le président Ouattara qui dit, écoutez, je choisis un défunt, serait mieux pour la Côte d'Ivoire. En bref, et en somme, comme on l'a déjà dit, on souhaite le meilleur pour ce pays et il faut qu'on fasse tout, que les discours soient des discours apaisants. Et je le répète, le PPACI du président Laurent Gbagbo aussi a des cadors, Kone Katino, Sébastien Dano Djedje, Awa Domelo et autres encore qui ont quand même les aptitudes pour devenir président, comme au sein du RHDP où on a également des cadors pour remplacer valablement le président Ouattara, pour renouveler, comme il a toujours dit, renouveler la classe politique de ce pays, parce que le problème essentiel également de ce pays, c'est ce problème qui a toujours entre les ténors de la politique ivoirienne, à savoir un qui est trépassé, qui n'est plus de ce monde, le président Alassane Dramane Ouattara et le président Gbagbo. Merci infiniment, Monsieur Takpa Michel, journaliste et économiste. Alors, Monsieur Yemi de Souza, la même question pour vous, et votre conclusion, s'il vous plaît. Que moi, ce que je vais conseiller aux Ivoiriens, tout d'abord, c'est de savoir que quand on est en situation de danger, on appelle au secours. Celui qui peut protéger le peuple de la Côte d'Ivoire, c'est l'armée. Donc, aux Ivoiriens de se tourner vers l'armée pour appeler l'armée à les protéger, quoi. Puisque, apparemment, on me fait savoir que les hommes politiques ne veulent pas la paix en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à s'accorder pour organiser des élections libres et transparentes. Que le peuple donc ivoirien se lève et demande à son armée de le protéger contre ces hommes politiques qui mènent le pays à risque, quoi, qui mènent le pays à risque de conflit. Puisque après tout, s'il y a conflit, c'est ce peuple-là qu'on va utiliser pour alimenter ce conflit. Donc que le peuple dit non, que le peuple se tourne vers l'armée et demande aux militaires, mais protégez-nous contre les hommes politiques de notre pays. Voilà ce que j'ai comme conclusion. Merci à tous et à chacun de vous d'avoir été des nôtres aujourd'hui pour ce numéro de notre émission Avis de la diaspora. Ça a été vraiment un honneur pour moi de vous recevoir, chers amis, chers invités. Ce que j'aurais à dire tout simplement, paix et amour à tous nos compatriotes de la Côte d'Ivoire, surtout à l'Afrique. C'est l'Afrique qui gagne. Veuillez vous abonner à notre chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Les commentaires sont toujours les bienvenus. Et si vous voulez faire partir donc de nos panélistes, la voix est libre pour que vous puissiez vous aussi participer à cette émission. Contactez-nous tout simplement sur le +1 319 462 89 79 et vous serez à la bonne adresse. Bonne suite de nos programmes sur Afro TV. Et bye.